J'avais des femmes qui me disaient, mais de leur propre famille, des réflexions, on leur disait: «Mais, comment ça va ton petit bazar, quoi?» Mais alors attends, déjà montre quelque chose, dans n'importe quelle industrie que ça soit, essaye d'en vivre et après on voit si c'est un petit bazar. Puis en plus de ça, c'est pas forcément le mari qui divorce, ça se trouve c'est la femme expat qui a envie de divorcer, tu vois? Et elle fait Oui. tu vois? Et elle fait comment? S'il y a rien derrière. En fait, on pense pas, tu vois, retraite, on pense pas, accident de vie comme, divorce, décès et cetera ou enfin même enfin la retraite et tout. Et en fait, je m'en rends de plus en plus compte maintenant parce que j'ai des histoires, de femmes, qui, voilà, la chute, elle est très violente parce que bon. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat. Alors, c'est vrai que c'est pas le premier sujet qui vient en tête quand on parle de finances personnelles en expatriation, mais c'est vraiment un outil que tu peux utiliser pour retrouver ta liberté financière si tu as suivi ton conjoint. Évidemment, si tu as toujours envie de monter ta boîte et que tu ne savais pas comment faire ou par où commencer, cet épisode est aussi pour toi. Aujourd'hui, on reçoit Adeline. C'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Salut Adeline. Bonjour Elisabeth, merci de m'avoir invitée. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et comment tu es devenue entrepreneur en expatriation? Alors, je sais pas si je suis devenue entrepreneur parce que j'étais déjà entrepreneur avant l'expatriation. Donc je me présente, donc je suis Adeline Verdier-Velten, mariée, 2 enfants. Je suis ancienne restauratrice de tableaux. J'avais mon atelier en banlieue parisienne de 2008 à 2018, donc 10 ans. Heu, donc tu vois, en Ça a fait, l'air j'ai beau. fait ouais, c'était très bien! Non, non, j'ai adoré, c'est mon métier de cœur, en fait, tu vois, j'ai fait mes études et j'ai rapidement enfin rapidement, plus ou moins, au départ, j'ai une licence d'histoire de l'art et après, je savais pas trop ce que je voulais faire. Je voulais pas être prof d'art plastique, quoi que ce soit. Donc je me suis cherché un an, tu vois, je voulais être professeur des écoles, et puis ça a pas matché. Et j'ai une copine qui m'a dit, bah écoute, moi, je passe des entretiens pour entrer dans un atelier professionnel, voilà, c'est sur dossier et tout. Est-ce que ça te tenterait? Et j'ai fait, ah bah ouais, écoute, je vais aller voir. Et je suis rentrée dans l'atelier, c'était un coup de cœur. Je fais, ah ouais, non mais je veux faire ça. J'ai adoré, je sais pas, les odeurs, Génial. l'ambiance et tout. Et donc en fait, j'ai fait 3 ans de formation, professionnelle diplômante, c'est-à-dire que j'ai un diplôme d'État, derrière. Hem et très vite, tu vois, pendant ma deuxième année, j'ai fait un stage pendant ma troisième année, je commençais déjà à chercher, un atelier, de restauration. Et donc voilà et j'ai trouvé, enfin j'étais dans un hôtel d'activité d'artisanat d'art. On était plusieurs artisans de différentes, industrie, hein, je dirais. Et voilà et en fait, je me suis lancée, tout de suite, donc j'étais déjà entrepreneur et je pense que je voulais pas être, salariée, parce que j'avais vu, mes parents, tu vois? C'était une autre génération, hein, mais faire beaucoup métro boulot dodo et je voulais pas ça. Mais c'est beau de dire: «Je veux pas faire ça» et en même temps, faut trouver quelque chose. Et voilà et j'ai eu la chance, voilà, d'avoir un coup de cœur quand je suis rentrée dans cet atelier. J'ai eu la chance de faire un bond pour dire: «Bah oui, mais prenez-moi dans ces nouveaux ateliers que vous allez créer», voilà. Et puis enfin, c'est passé assez vite et puis j'ai été la première à rentrer et voilà et puis je me suis lancée donc j'étais entrepreneur et après en effet, expatriation en 2015. Mon mari a une opportunité qu'on le retrouve parce qu'il voyageait déjà pas mal, qu'on le retrouve, à Amsterdam. Comme je commençais à avoir une ambiance un peu, un petit ouais, un peu pourrie, on va dire, là où j'étais. Bien que j'avais que mon atelier, mais enfin avec les autres, ça se passait pas forcément très bien. Je me suis dit: «Bon OK, il va falloir que je bouge». Donc voilà, 2015 on bouge. Les 2 premières années d'expatriation, je fais quand même des allers-retours tous les 15 jours pour mon atelier parce qu'il était hors de question que je lâche ce que j'avais créé. Heu, monter une clientèle dans ce domaine-là, ça prend du temps, tu vois? Se fidéliser et puis enfin, tu fais pas te restaurer des tableaux tous les jours. Donc il y en a qui revenaient année après année, enfin, tu vois? Donc c'est sur la longueur tout ça. Et puis voilà, en voyant que ça devenait un peu compliqué,
cette gestion parce que donc j'avais les enfants qui étaient en bas âge. Je me suis dit: «Bon OK, va falloir que je trouve un projet, que je puisse emmener partout» parce que, je voulais pas emmener je voulais pas emmener la restauration de table aux Pays-Bas parce que je me suis dit déjà: «Recréer une clientèle, c'est au moins 5 ans et puis à partir de 5 Ah, c'est ans, très voilà, long. tu as envie donc c'est voilà et si on m'avait dit: «Oui, mais dans 3 ans tu bouges», ah bah super. Donc en fait, je me suis dit: «Il faut que voilà, il faut prendre un projet que je puisse emmener partout si je suis amenée à bouger et je remette pas une énergie à chaque fois» parce que c'est tellement d'énergie et d'investissement que, tu vois, de recommencer à zéro. Et je me suis dit: «Bon, bah, faut que je trouve quelque chose» et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, l'idée est venue. Et du coup, quand tu quittes Amsterdam, tu peux plus aller sur Paris faire tes allers-retours comme tu avais l'habitude de faire et tu te retrouves, confrontée au choix de devoir fermer ton atelier? Je l'ai fermé, ouais, je l'ai fermé, mais tu vois, au bout de 2 ans. Quand, j'ai commencé à trouver mon autre projet, donc là, qui est donc The Musette, j'ai fermé. Ça a été un peu difficile parce que c'est jamais évident de lâcher ce qu'on avait créé, mais en même temps, comme je te dis, l'ambiance, elle était pas bonne, ça m'a fait du bien. Ça a été voilà, ça a été, une grosse page, de ma vie, qui a été tournée. C'était lourd, mais ça m'a fait du bien parce que j'évoluais dans un c'était pas avec les clients, hein, c'était vraiment avec, les personnes qui étaient, voilà, dans ce bâtiment qui c'était trop dur. Voilà, moi je suis du genre à aller dire bonjour à tout le monde le matin, non, c'était pas du tout, le cas. Et puis il y avait pas de cette solidarité du tout. Moi j'ai eu des coups dans le dos, je comprends pas. On peut être complémentaires, on peut s'apporter quelque chose. C'est déjà difficile d'entreprendre. C'est difficile parce qu'on est tous dans des industries, d'artisanat d'art, donc de luxe, et cetera. C'est hyper difficile. Alors si en plus de ça, on se met des bâtons dans les roues par, jalousie ou je ne sais quoi, ah bah, on n'est pas arrivé, hein. Donc voilà, C'est très c'était dur. un mal, nécessaire, mais voilà, ça m'a appris des choses, heu et de toute façon, j'ai adoré faire ce que je fais et enfin ce que je faisais et voilà. Qui t'a donné l'idée de faire les musettes? Bah, écoute, donc c'était quand donc à Amsterdam, je me suis rendu compte que majoritairement du temps, c'était les femmes qui suivaient en expatriation, et que certaines ne retrouvaient pas, de boulot. Je parle quand je suis arrivée à Amsterdam parce que, aux Pays-Bas, il y a quand même une préférence nationale au départ. C'est quand même mieux si tu parles la langue et le néerlandais, pour avoir essayé de l'apprendre, c'est pas du tout évident. Heu et voyez et j'en voyais, enfin voilà, j'avais, une connaissance, qui en plus de ça n'avait pas, comment dire? Le réseau d'école, elle a pas d'enfants, donc tu parles pas la langue, tu es pas hollandaise, tu as pas de réseau qui te facilite en fait pour te faire des connexions comme l'école. Ah mais c'est hyper dur. Donc ces femmes retrouvaient pas forcément un job et j'en voyais d'autres qui s'étaient dit: «Bon bah moi j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat depuis un moment» et je trouvais ça super chouette et courageux parce que, voilà, en France, j'ai entrepris, c'était très chouette, mais on a quand même des complications administratives, je trouve que enfin ça se fait c'est encore très old school sur certains points. Il y a entre des administrations, ça passe pas, enfin les infos passent pas et tout. Moi, pendant 2 ans, si je m'en étais pas rendu compte, bah, j'étais dans un flou administratif. Je fais: «Mais c'est pas mon job en fait, c'est à vous de tu vois? C'est à vous de faire les ponts» et donc je trouvais ça, voilà, je voyais qu'en France, c'était comme ça. Mais je me suis dit: «À l'étranger, tu pars donc, tu as pas de réseau» quand c'est surtout ta première expatriation, tu as pas de réseau pro ni perso. Si tu parles pas la langue, parce que voilà, alors plus trop la génération enfin les jeunes générations, mais en tout cas la mienne, on n'a pas bien appris l'anglais, voire pas du tout, tu vois? Donc c'est un handicap. Tu dois t'adapter à une culture, tu dois t'adapter à ouais, à un style de vie. Tu dois installer alors si on est maman, on doit installer aussi la famille. Si on n'est pas maman, bon bah, enfin voilà, il faut que, le conjoint, bon, il est venu pour une mission, alors on va essayer d'arrondir les angles pour tout le reste. Tu as tout ça et puis il y avait aussi encore, enfin et même maintenant, des clichés sur les femmes expats. Parce que tu comprends, nous on est beaucoup en vacances, fait beaucoup de shopping, on fait toujours et c'était mais enfin et je veux dire, j'ai encore maintenant et même à l'époque quand j'ai commencé ce musette, j'avais des femmes qui me disaient, mais de leur propre famille, des réflexions, on leur disait: «Mais, comment ça va ton petit bazar, quoi?» Mais alors attends, déjà montre quelque chose dans n'importe quelle industrie que ça soit, essaye d'en vivre et après on voit si c'est un petit bazar
Et je trouvais ça tellement, surtout quand ça vient des proches, tu vois. Et même, enfin, tu vois, tu as des amis qui parce qu'on expat, parce qu'on a la carte postale, voilà. Alors, en plus, dans certaines villes, alors, donc, moi, Dubaï, je suis au top du bling bling. Mais je pense que, tu vois, Miami, des choses comme ça, c'est très vu carte postale, et t'es en vacances, t'as la mer, tout ça, tout va bien pour toi. Mais c'est pas ça, en fait. C'est pas ça du tout. Oui, on a des conditions C'est qui très sont dur. sympas, mais à côté de ça, bah, t'as la culture qui est pas la même. Et dans chaque pays, et puis la culture entrepreneuriale, qui est hyper différente dans chaque pays. Enfin, tu vois, on en reparlera sûrement après, mais ça, c'est pas comme ça que tu entreprends. T'as pas des facilités. Et les commentaires que tu fais, enfin qu'on reçoit comme ça, de on est en vacances, bah c'est bon, t'es à la maison, tu peux t'occuper de tout du coup. Ah, mais finalement, tu travailles en fait? Bah oui. Et comment ça va ton petit truc? Et en fait, Voilà, tous ces commentaires, je trouve que c'est hyper violent sur ta posture d'entrepreneur quand tu démarres et de te dire, mais non, en fait, je suis entrepreneur et alors? Et de réussir à l'assumer et le dire. C'est hyper dur parce qu'il faut réussir à surmonter ses propres barrières, ses propres doutes, ses propres peurs pour pouvoir dire aux autres, stop, arrêtez, en fait, c'est c'est mon ça. métier, c'est ce que je fais. Exactement. Bah, parce que souvent avant, alors elles ont pas été comme moi, ou moi j'ai déjà été entrepreneur, si tu veux. Donc après, c'était un métier que je maîtrisais, je l'avais appris. Là, c'est pas la même chose. Là, quelque part, tu apprends tout sur le tas, comment faire une stratégie de marque, comment faire une stratégie digitale, comment bon le site web, enfin etc. Un peu juridique et tout. Mais ces femmes avant qui n'ont pas été dans l'entrepreneuriat, elles ont des super compétences, mais tu as un syndrome de l'imposteur qui vient parce que tu arrives. Bon, j'ai envie de créer mon truc. Ok, donc j'avais des compétences, je sais pas, en stratégie de marque, très bien, marketing, communication, mais donc tu as tout le reste. C'est un 360. Et en fait, on se rend pas compte. C'est une prise de tête constante, et un brainstorming tous les jours, à se poser des questions. Alors, est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais comme ça? Est-ce que si ça, je fais ça, nan. Enfin, tu vois, c'est non-stop. Et c'est difficile parce que souvent, quand tu entreprends, en plus de ça, en plus de l'administration, la culture, le fait que tu pas de réseau, etc., tu es seul. Tu es seul. Donc, alors, vraiment, T'es complètement seul, oui. à la personne qui dit, c'est ouais, j'en reviens à la personne qui dit c'est ton petit bazar, ton petit truc, ça va. Mais ouais, mais alors attends, en plus de ça, je suis toute seule. Donc, je dois. Et il faut se motiver tous les jours. Être entrepreneur, c'est une résilience, et c'est un marathon, et c'est tous les jours, il faut se motiver. Et t'as pas les personnes qui sont là en ping-pong pour dire allez, c'est bon, on fait ça, on fait ça. Quand on est deux, et encore, c'est pas tout le temps quand on entreprend à deux, quand on s'associe. Et quand tu es tout seul, enfin, c'est c'est hyper Et dur. je pense que et quand tu vas à l'étranger, c'est hyper dur de trouver tout de suite, si tu viens juste d'arriver, un réseau d'entrepreneurs sur place, un espace de coworking qui peut aussi t'aider peut-être à sortir de ton isolement, à trouver des prestataires. Et comme on est français, on a peut-être une société qui est française, on en reparlera peut-être tout à l'heure, et aussi une clientèle française, un besoin de travail en français. Et du coup, tu cumules les handicaps en Bien plus sûr, du fait que tu es entrepreneur, et ce qui est déjà hyper dur. bien Quand sûr. tu avais commencé, toi, comme tu as été déjà entrepreneur avant, tu avais déjà cette conscience que être entrepreneur, ça voulait dire avoir ton indépendance financière. Est-ce que les femmes avec qui tu discutes et que tu rencontres au quotidien, elles entreprennent pour avoir cette indépendance financière? Alors je te dirais, quand j'ai entrepris, donc avec la restauration de tableau, j'avais, une indépendance financière. C'était pas, la panacée, hein, tu gagnes pas, 15 000, 20 000 € par mois. Mais voilà, j'avais une indépendance, mais qui était un peu variable. Parce que en France, bah, tu as les impôts, personne ne bouge, tu as, un gros coup dur. Par exemple, je me rappelle, tu as les attentats, personne ne bouge pendant un temps, tu as Noël, personne ne. Donc en fait, c'est en vague. Alors déjà, tu as le mindset de l'entrepreneur qui est tout le temps avec des hauts et des bas, et en plus de ça, là, je faisais, face à la vie, enfin, du quotidien des Français. Mais je l'ai plus senti, cette question d'indépendance financière depuis que je suis en expatriation. Parce que en fait, pour beaucoup, on suit, notre conjoint, et on a un peu cette sécurité. On est hyper, transparente, c'est sûr. Il y a une sécurité financière qui est là. Ce qui peut nous permettre d'avoir l'occasion de se dire: «Bon, bah, OK, je me lance dans l'entrepreneuriat parce que j'ai mes économies d'avant, de mon métier d'avant, mais comme ça prend du temps d'entreprendre, à un moment, bon, je sais que mon conjoint est là, s'il me soutient, et cetera». Sauf qu'à un moment, bon, j'ai une mentor qui m'a dit: «Mais ouais, mais en fait, vous êtes pas dans l'urgence», et c'est-à-dire qu'en fait, comme on sait qu'on a quelque part un petit coussin,
on n'est pas forcément envie de se pousser à fond, de se dire, voilà, et en fait, on pense pas, tu vois, retraite, on pense pas, accident de vie comme, divorce, décès, et cetera, ou enfin, même, enfin, la retraite et tout. Et en fait, je m'en rends de plus en plus compte maintenant parce que j'ai des histoires, de femmes, qui, voilà, la chute, elle est très violente parce que bon, bah, tu as un décès et tu es en expatriation et en plus, enfin, tu vois? Et ça dépend de chaque pays, hein. Nous ici, on dépend de la charia. Il y a un souci comme ça, c'est très compliqué. Quand tu es à, je sais pas moi, tu es à 15 heures, tu es au Japon et tu es à 15 heures de ta famille, minimum, tu vois? Il y a des règles et ça, c'est un message aussi que j'essaierai de plus en plus de faire passer, c'est hyper important d'être indépendant financièrement parce qu'il y a des accidents de vie. Si à un moment, ton mari, il fait un burn-out, bah, OK, mais donc toi, tu as ton projet que tu as peut-être pas essayé de pousser plus parce que, bon, ça prend du temps et puis c'est vrai que tous les 3, 4, 5 ans, tu dois rebouger, donc à chaque fois, il faut que tu recommences tout et la première année, enfin, tu jamais à fond parce que tu réinstalles tout le monde, tu essaies de trouver, des points de connexion, donc ça reprend du temps. Tu vois, enfin, c'est hyper lourd, hein, de recommencer et cetera et de se dire: «Bon OK, mais je reste 3 ans, est-ce que vraiment j'ai besoin de lancer quelque chose?» Et puis tu as dans des pays, tu vois, par exemple, le Japon, personne ne parle anglais. Donc tu dis: «Bon, est-ce que je vais pas me casser la tête pendant 3 ans à un truc si de toute façon personne parle anglais, l'entrepreneuriat c'est compliqué». Mais je pense que c'est hyper important quand même de le faire, de trouver des solutions pour le faire parce que si tu as des accidents de vie et que tu retrouves, retour en France, et que tu l'avais pas voulu et que c'est très violent, bah, voilà, bah, tu as pas en fait. Tu pas cette, ce matelas que tu t'es construit et ça je le vois plus, voilà, en expatriation. Je pense qu'on est un peu dans le, comment dire? Dans l'expérience de l'expatriation, dans l'aventure, dans tout ce que ça comporte. On a l'impression de voir de loin, tous les accidents qu'il peut y avoir, mais en fait, ça peut arriver du jour au lendemain et en fait, on s'est pas préparé. Donc c'est pour ça que, voilà, je suis, pro entrepreneuriat, si on ne trouve pas, tu vois, de salariat dans le pays où dans le pays d'accueil. Ouais, ça permet aussi de garder d'avoir le choix. En fait, tu peux aussi Ah faire ce oui, que tu veux et si tu veux pouvoir partir, tu as retrouvé ton exactement. indépendance financière. Bon, il y a plein de raisons à l'entrepreneuriat et ça, on pourra en parler pendant des heures, mais s'il y avait vraiment une raison, avoir le choix et avoir enfin, et avoir une soupape si jamais il y a un souci, comme tu le mentionnais, parce que ça détruit des vies. Ah ouais, c'est une liberté en plus de se dire, puis en plus de ça, c'est pas forcément le mari qui divorce, ça se trouve c'est la femme expat qui a envie de divorcer, tu vois? Et elle fait comment? S'il y a rien derrière? Même, enfin, on n'en parle pas, mais il y a bien sûr qu'il y a des violences conjugales en expatriation. Là, comment tu fais si, tu as été, tu vois, tout le temps dépendante de ton mari, mais que tu envie de partir? Je pense que alors les toutes nouvelles générations sont pas encore dans quand elles font expatriation, elles vont trouver un job, tu vois, de salarié. Mais il y a, bon, moi je connais des femmes qui ont 30, 35 ans qui sont quand même suiveuses et c'est très compliqué de retrouver un emploi. Donc dans ces cas-là, elles créent quelque chose et je pense que là, la question d'indépendance financière, elle est plus présente que les femmes qui ont, 40, 50 ans. Pourquoi ça? Parce que c'était les c'est je sais pas si c'est, féminisme, pas dans le mauvais sens, hein, mais vraiment les femmes sont de plus en plus, les jeunes, hein, je parle, hein, vingtaine, tu vois, 25, vraiment envie d'être indépendantes et alors on n'est plus dans le package d'expat comme on pouvait avoir, nos parents et cetera, où c'est le golden package et tout est payé et tout va bien. Non, pas du tout, parce que maintenant c'est beaucoup plus de contrats locaux donc en fait, tu payes, tout. Mais je pense qu'on est entre 2. On est entre ce qu'il y avait, entre les parents, entre les jeunes qui sont hyper motivés à trouver un job et qui sont très motivés à être indépendants financièrement parce qu'elles se disent: «Bon, maintenant, j'ai plus besoin de personne» et j'ai l'impression qu'on est un peu entre ouais, on a envie d'être comme les jeunes et en même temps, bon, bah, on a eu l'exemple. Enfin voilà, tout ça, c'est un peu, mélangé, quoi. J'ai l'impression. On dira dans des commentaires. En fait, il y avait vraiment avant aussi une option où je pense que tu pouvais pas de toute façon, c'était trop difficile. Il y avait pas internet, il y avait pas, toutes ces facilités pour créer des business en ligne, et donc comme tu disais, tu vois, si tu arrivais quelque part, et puis tu savais que tu allais rester 3 ans, c'est impossible de monter un business et de se dire que ça va marcher, que c'est la bonne idée pour toi.
Et donc tu cumulais les handicaps. Ouais, ouais, à moins d'avoir la super bonne idée que tu sais qu'en un an ça marche, bravo. Mais sinon ça prend du temps. Ça prend du temps de trouver l'idée, de la mettre en place, et cetera, donc et d'en vivre. Et d'en vivre. Qu'est-ce que tu as remarqué, comme défi financier des femmes qui se lancent? Est-ce que c'est, comme tu disais tout à l'heure, plutôt dans la moyenne, confortable parce qu'il y a toujours un revenu qui est solide à la maison qui permet, à l'entrepreneur, de manger? Ou bien, est-ce que c'est plutôt des questions de financement? Qu'est-ce que tu as remarqué? Je pense, ouais, il y a ça, il y a les défis, il y a des défis culturels, hein. Comme je disais, au Japon, par exemple, ou en Corée. Je connais un peu moins, tu vois, j'ai interrogé des femmes expats en Amérique du Sud, mais ça avait l'air plus simple. Mais au Japon et en Corée, c'est super dur. C'est super dur. Ça parle pas anglais. Donc déjà, à partir de là, bon, bah, voilà. Pour avoir, des fois aussi même à Singapour, avoir un visa, c'est hyper compliqué. Avoir une licence de pouvoir bosser. Donc déjà, enfin, tu vois, j'ai discuté justement hier avec une femme qui est au Japon. Ils ont pas la culture de l'entrepreneuriat. Donc alors, si tu expat, tu femme, machin, que tu veux entreprendre, enfin, tu vois, donc je disais: «Mais tu fais comment?» «Bah, tu vois, tu essayes de faire en ligne et cetera, mais tu as le décalage horaire». On prend pas tout ça en compte. Les gens, ils ont encore une fois l'impression qu'on est en vacances au Japon. Mais ouais, mais enfin, tu as le décalage horaire, tu veux faire quelque chose. C'est minimum 8, enfin, tu vois, entre 3 et 10 heures de décalage. Enfin, tout ça, c'est compliqué. Elles entreprennent parfois, parce qu'il y a un manque d'études de marché. Tu vois, ça va être un frein dans le sens où on se dit: «Moi, je vais faire un truc». Elle se lance. Ah mais ça marche pas parce qu'en fait, bon, il y avait peut-être déjà quelque chose en place, on n'a pas bien poussé la réflexion. Et alors je jette pas la pierre parce que moi, quand je me suis lancée la fleur au fusil en me disant: «Ah, est-ce que ça va pas si on parle des femmes expatriées, francophones entrepreneurs, ça va marcher?» Jamais, j'ai pas fait de business plan ni rien, donc je jette pas la pierre, tu vois? Mais voilà, à force d'avoir interrogé, à force d'avoir rencontré, à force d'avoir travaillé avec, mentor, coach et cetera, si on fait pas un peu cette petite étude-là, ça peut être un frein, en fait, ça peut être un défi, pour voir ce qui se passe et juste se dire: «Bon, OK, comment moi je l'aborde différemment?» tu vois? Donc ça, je pense que ouais, ça c'est des défis, freins, défis qu'on a, en tant qu'entrepreneur en expatriation. Faut vraiment valider son idée, au départ, prendre un peu de temps pour discuter avec sa cible et savoir, qu'est-ce qui, comme tu disais, qu'est-ce qui peut être fait différemment et ça peut vraiment changer toute la trajectoire du business que tu avais au départ et le transformer complètement. Finalement, tu peux choisir un domaine et ça peut changer et juste parce que tu as eu des bons retours et tu as pu ajuster, correctement et l'important, c'est que ta vision, elle soit, hem, réalisée, réalisable et pas forcément, de la façon dont tu l'avais imaginé au départ. Est-ce que tu vois d'autres erreurs, qui sont faites par les femmes à part l'étude de marché au départ? Et une chose que j'ai vue là, il y a pas longtemps, en fait, c'est des femmes qui ont des compétences dans un domaine et en fait, par exemple, qui deviennent coach. Parce qu'elles travaillaient ça avant et en fait, ça s'appelle du business par opportunité. Elles se sont dit: «Bon, bah, moi, comme j'ai déjà fait ça avant, dans ma boîte, je vais le refaire, à ma sauce, je vais devenir, coach dans je sais pas quoi». Mais encore une fois, c'est pas un travail de fond, de savoir, comment le faire, comment se différencier, parce que maintenant on est plus que sous l'eau d'informations, de contenu et cetera et pour essayer un peu, de tirer son épingle du jeu, bon, bah, faut en faire des choses. Et c'est ça, je pense que le côté, bon, bah, j'essaie de faire un truc, je vais essayer de leur travailler à ma sauce et je le fais parce que voilà, ça marche pas forcément. Le côté, voilà, opportunité. Enfin, je viens par opportunité parce que voilà, heu, on m'a demandé, «Ah voilà, j'ai une compétence là-dedans». Bon, bah, j'ai des personnes qui m'ont dit: «Ah bah, tu voudrais pas me faire un truc pour moi?» Donc tu fais le truc, à limite presque à la va-vite, voilà, sans avoir réfléchi à un petit peu long terme en me disant: «Comment je le construis en fait? Comment je vais construire mon offre? Comment je vais construire mon service? Comment je vais, construire mon produit et cetera? Qu'est-ce que ça va m'amener?» Tu vois, tu te dis: «Il faut vraiment réfléchir avant de commencer quelque chose». Pas trop, parce que sinon tu te retrouves dans l'analyse, paralysante, mais il faut quand même, se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que c'est quel genre de business je veux Bien sûr, mais et dans parce quelle direction je veux aller? on est carrément d'accord parce que tout le monde peut pas être entrepreneur, hein. Enfin, parce qu'on a l'impression qu'en ce moment, tu sais, il y a une vague entrepreneuriale et tout, mais alors, tout le monde ne peut pas l'être. Parce que c'est encore une fois, on compare souvent un marathon, mais c'est carrément ça. C'est-à-dire que
enfin, il y a des fois, ça prend du temps à prendre l'idée, le temps de la construire, le temps de construire une équipe, si tu dois avoir du monde, le temps de trouver tes clients, les machins. Mais c'est ultra long et tu fais et comme encore une fois, tu es seule, tu joues avec les up and down dus à l'entrepreneuriat, avec tes émotions et à cela s'ajoute aussi pour les femmes, tout ce qui est hormonal. Parce que, bah, ça fait partie de nous et moi je disais je sais que j'avais ma mentor qui disait, moi quand, à une certaine période du mois, je ne fais pas de négociation parce que ça sert à rien, je suis pas au top et donc je veux dire tu te rends compte C'est vrai. sur un mois, tu as les up and down de l'entrepreneuriat parce qu'un coup c'est: «Ouais, j'ai un client machin» et puis «Oh là là, ça avance pas aussi machin». Mais tu rajoutes, les hormones par-dessus, mais enfin, si tu sur un mois, tu as quoi? 6 jours? Non, mais enfin, j'exagère un peu, mais c'est vrai que c'est difficile, quoi. Alors après, une fois que, la période des règles est passée, tu es au taquet. Enfin, et en plus, ça dépend de tu vois, des femmes. Et après, tu as celles qui sont en préménopause. C'est pas parce que tu es en expatriation et que tu as plus de 45 ans, tu vois, que tu as pas envie d'entreprendre. Mais donc tu es aussi en préménopause, donc ça joue. Mais enfin, mais non, c'est hyper dur. Donc c'est pour ça que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Non, mais tout le monde peut pas être entrepreneur. C'est vraiment, je pense que tu y vas parce que tu as un message à faire passer, tu as une passion parce que tu as envie d'aider d'une certaine façon, tu as envie d'offrir, d'une certaine façon, tu as une vision, qui sait que ça pourra faire la différence. Mais il faut savoir que tu es souvent seul et qu'il y a que toi. Alors oui, enfin, tu vois, moi, j'ai fait un réseau pour que justement on ait plus cet isolement et qu'on puisse, s'entraider, qu'on puisse, écrire, l'une l'autre: «Ah là là, moi j'ai ça comme problème, est-ce que quelqu'un?» Mais voilà et moi j'ai un réseau enfin, tu vois qui est très large donc c'est c'est aussi compliqué ça d'animer en plus de tout ce que je fais. C'est ouais, il faut animer ça, il faut donner du rythme, heu, donc heu, donc voilà. Et quel conseil tu peux donner du coup à la personne qui veut se lancer, qui se pose des questions aujourd'hui? C'est faut trouver votre idée, d'essayer de la trouver, un peu une idée différenciante, faire cette petite étude de marché que je n'ai pas faite, mais à l'époque il y avait moi donc ça va, et après d'y aller parce que et en plus de ça, je pense qu'on bah, enfin, sans vouloir faire ma pub, mais si en plus on rejoint mon réseau, on n'aura pas Vas-y. cet isolement, tu vois? Enfin, je veux dire, j'essaie vraiment d'avoir un réseau hyper humain et de quand on me contacte, j'hésite pas à mettre en contact avec d'autres personnes, pas forcément localement, mais parce que je pense qu'il y a des synergies, parce que je pense qu'il y a une fille, voilà, l'autre fois, c'est, Pamela qui se reconnaîtra, elle était au Sénégal, là, elle bouge au Laos. Tu vois, j'ai une femme qui me suit sur Instagram, je lui dis: «Ah bah tiens, tu la connecte-toi avec elle». Enfin, tu vois, j'essaye vraiment, voilà, d'apporter cette relation humaine. Donc je leur dis, heu, ayez votre idée différenciante, vérifiez qu'il y a pas trop de monde sur cet, secteur et encore, comme dit, ma coach, la concurrence, c'est bon, parce que ça prouve qu'il y a un marché, donc si tu arrives à la faire différenciante, très bien et après mais vas-y, si tu as l'opportunité de le faire et que tu t'en sens capable et de tenir sur la longueur, on a tellement de je dis que c'est difficile, mais après on a tellement d'aspects, positifs, hein. On gère son temps, on a une liberté, d'action, de créativité, qui est hyper importante, que tout le monde n'a pas, tu vois? Comment on fait enfin, ce que fait une boîte, nous, on fait à nous toutes seules. On a le truc à 360, donc tu prends des décisions sur tout. Donc quelque part, c'est sympa. Après, à un moment, quand tu veux grossir, peut-être que tu délègues, mais mais ça, c'est une vraie chance de pouvoir le faire. Mais tu sais, sur l'accompagnement, je me souviens que quand moi j'ai lancé ma première boîte il y a 7 ans, l'isolement, c'était, le plus dur de tout à traverser. Parce qu'en fait, tu as des idées, tu veux pouvoir en discuter avec d'autres personnes, tu peux pas. Tu as des difficultés, tu veux trouver des solutions. Tu es complètement seul, tu peux, pas demander à quelqu'un de venir réparer ta souris parce qu'elle est cassée, tu vois? Tu es Ouais. comme tu dis, tu es Non, mais seul dans tout ce que tu fais et ce qui fait que, cumulé au fait qu'on te fait des commentaires toute la journée, jusqu'à ce que tu arrives à casser ça évidemment, mais au départ, on te fait des commentaires, sur le fait que tu es à la maison en vacances finalement, tu c'est très, très dur et moi le premier conseil que je donne toujours à quelqu'un qui veut se lancer, c'est de s'accompagner de personnes qui sont dans la même situation que toi, parce que tu vas apprendre beaucoup plus vite. Il y a des choses que tu vas débloquer, rapidement et les conseils que tu donnes sur trouver une idée et cetera, finalement, tu sais un peu de manière intuitive certaines choses, mais ça te prend peut-être 6 mois parfois pour débloquer des situations, alors que si tu es entouré d'un réseau de femmes qui sont dans la même bien sûr, situation que toi, bien sûr. ça peut tout changer. Ouais, mais c'est pour ça que moi, j'ai
Dans mon réseau, j'ai des experts qui sont là justement à différents stades de maturation du projet, mais qui sont là pour justement leur dire parce que comme justement elles sont seules et justement elles ont la tête dans le guidon, leur dire: «Attendez, là, je vous présente quelqu'un qui est, je ne sais pas moi, communication, et elle va avoir un regard neuf, et elle va vous apporter des réponses concrètes à votre projet. Parce que toi, ton projet, c'est pas le mien, c'est pas celui de la voisine, c'est avec tes problématiques à toi. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ces experts justement pour sortir la tête de l'eau et pour avancer. Et donc, à la fin, arriver à atteindre cette indépendance financière. Est-ce que est-ce que tes experts aident, les membres de ton réseau à aussi trouver un business model qui leur permette d'être, indépendants financièrement? J'ai une personne qui, justement, une 2 personnes qui peuvent les aider justement à voir en macro et avoir une vision large, enfin de ce que va donner le projet, donc les accompagner justement, sur le long terme en fait. Et après j'ai les experts qui sont là, pour, encore plus, technique. Moi je disais, tout ce qui est stratégie de marque, tout ce qui est, si tu veux créer ton site web, si tu veux pas te prendre la tête, enfin voilà, c'est parce que aussi quelque part à un moment, il faut s'entourer des bonnes personnes, clairement. Mais à un moment, il faut aussi savoir investir sur son projet. Parce que faire tout toute seule, enfin moi je l'ai fait, hein, mais à un moment, si tu veux grossir, si tu veux te professionnaliser, si tu veux, gagner en crédibilité et balayer ce syndrome de l'imposteur, il faut investir sur soi, donc sur son projet, et donc c'est investir de l'argent. Et donc tu investis avec ces experts, mais parce que tu vas gagner un temps fou, en fait, tu vas gagner du temps. Tu vas, au lieu de mettre, 3 mois à créer ton site web, bon bah, moi, tu as mon expert qui te fait ça, en un mois, par exemple, tu vois? Est-ce qu'il y a des secteurs, ou des, expertises que tu vois qui sont les plus utilisées et ou que tu recommanderais d'utiliser en premier? Non, mais ça dépend où tu en es dans ton stade d'avancée de projet, tu vois? Souvent, c'est tout ce qui est un petit peu quand même, storytelling, message, communication, tu vois? Et puis aussi tout ce qui est créer sa marque parce que, parce que ton service, en fait, c'est ton service, ton produit, enfin, voilà, c'est toi qui es dedans. Et donc il faut parler de toi parce que les gens, ils sont beaucoup dans l'émotion, dans l'expérience, et ça passe par la créatrice, la dirigeante. Si tu veux, si c'est, une armée de personnes sans visage, ça a moins d'intérêt, tu vois? Il y a moins d'humains, et maintenant on a besoin de ça, surtout dans ce monde hyper globalisé où il y a plein de choses. On a besoin de se raccrocher à ça et ces relations humaines. Et hem et donc Absolument. les femmes, elles ont l'idée, des fois qui je te dis, elles sont parties trop vite, elles ont pas fait la petite étude de marché, et sinon après c'est vraiment pour raconter le message, comment le dire. Parce qu'il faut faire sortir voilà, avoir sa propre voix, et après essayer de se mettre en avant, au niveau de son image, perso, et c'est pas du tout évident parce que c'est pas évident de passer derrière la caméra et derrière son téléphone et de dire, voilà, je suis non mais Je ça recommanderais je recommanderais à tout le monde de pas faire d'aller faire un karaoké oui, et d'y aller en mode, je donne tout, mode superstar et ça va tout débloquer sur, heu, la peur, la honte de parler en public, de se mettre en avant parce que finalement, on va se rendre compte que c'est pas si grave que ça et c'est non mais c'est ça a très bien marché pour moi. Mais tu raison parce qu'en fait, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est une sortie de zone de confort permanente. C'est permanent, c'est une mise en danger, mais bravo à celles qui le font, tu vois? Et on en revient à la personne qui se dit que son petit bazar, ça va, bah ouais, mais moi je me suis mis en danger, moi je suis sortie de ma zone de confort, et après il y a celles qui testent et ça marche, et celles qui testent, ça marche pas, mais c'est pas grave, elles apprennent quelque chose. Et encore une C'est fois, ça. dans certains pays, c'est compliqué. Moi, tu vois, j'avais fait, le podcast avec, Fleur qui est au Ghana, qui a lancé son entreprise de, boulangerie, française. Mais elle me dit: «Mais il y a des fois, bah, tu pas d'électricité, et puis des fois, tu ton robot, il tourne pas dans le même sens». Mais tu vois, ce genre de petits détails, tu te dis: «Bah, ouais, mais ça te plombe ta journée, tu es en train de chercher des solutions pour». Moi, je me rappelle aussi au tout début, j'avais une femme, elle était je crois qu'elle était à Jakarta. «Ah, tu pas de wifi. Ah, bah, alors pour créer ton truc, avancer, faire des mails, tu pas». Ah, et puis il y a les fêtes religieuses, et puis dans ces gens, tu sais, dans les pays comme ça, tu as des fêtes religieuses très souvent, et puis après ils ont une autre mentalité, ils ont une autre façon de travailler. Ah bah, machin, je vais prendre mon cousin, je vais prendre ceci. Mais en fait, c'est plein de petits détails, mais à un moment, en plus de ça, on a la mentalité française où nous, c'est
enfin, t'avances, tu donnes 1 heure, t'es à peu près à l'heure. Enfin, tu vois, c'est assez cadré. Mais dans les autres pays, c'est pas forcément ça. Donc, tu t'adaptes. Donc, tu prends enfin, tu vois, c'est pour ça que ça prend encore plus de temps et que tu es obligé tout le temps de te remotiver, de te dire: «OK, j'y vais, c'est pas grave, il va voir, sa grand-mère et moi, je vais attendre encore un jour et ah bon, bah, il y a pas de wifi aujourd'hui, bon, bah, on va attendre». Enfin, voilà, c'est extrêmement difficile et ce que je trouve dommage, c'est que c'est pas reconnu. C'est pour ça que j'ai créé The Unite, c'est que toutes ces femmes sont pas reconnues, à leur juste valeur parce que c'est toutes des projets impact, que ça soit, culturel, sociétal, environnemental et non, ouais, on est femme d'eux, quoi ou femme en Et vacances, dans faire du shopping. et dans tous ces pays, tu mentionnes, c'est un peu difficile, problème d'électricité, d'internet, de langue. Hem, qu'est-ce que tu conseilles à ces personnes qui veulent quand même se lancer dans l'entrepreneuriat? Avoir la patience, mais vraiment le faire si c'est quelque chose qui vraiment leur tienne à cœur, mais encore une fois, mais allez-y, quoi. Si vous sentez de monter le truc et d'aller au bout de votre idée et puis si ça marche, mais encore mieux. Mais c'est une belle aventure humaine, enfin, tu vois? Tu forcément, tu sors de ta zone de confort, tu vas forcément aller voir des gens. Tu vas aller forcément aller réseauter parce que tu peux pas toute seule. Donc tu vas rencontrer des gens et puis qui vont te présenter d'autres personnes et ainsi de suite et donc voilà, au final, tu as un super réseau et je suis sûre que, toutes celles qui nous écouteront qui sont, «femmes de» entre guillemets, c'est elles qui font le tissu social de la famille. C'est grâce à elles que, monsieur, peut sortir et avoir une vie autre que le boulot parce que, bah, elle a fait l'effort et par son boulot, d'entrepreneur et son boulot de maman, bah, voilà, d'aller voir les autres. Mais c'est hyper riche. Est-ce que tu penses que les femmes parlent facilement d'argent quand elles t'approchent, pour présenter leur business? Non, je pense pas. Et je pense que c'est plutôt français, en fait. Tu vois, moi, j'ai déjà eu des réflexes. Je pense que, c'est plutôt la mentalité française de parler d'argent, surtout en expatriation. Enfin, même pas parler d'argent tout court, parce que c'est pas culturel. Nous, c'est pas bien, c'est un peu tabou tout ça, on dit pas combien on gagne et cetera. Alors que tu vas aux États-Unis, tu vas, en Angleterre, ça c'est pas un sujet, quoi. «Ah, tu gagnes de l'argent, c'est vachement bien. Ah, tu marches, c'est vachement bien». Non, mais c'est vrai. Moi, je me rappelle très bien où quand j'ai commencé à lancer mes premiers events et bah, j'ai eu des réflexions comme quoi c'était cher et je te parle de, et encore parce que j'arrive à bien négocier des choses, je parle de, attends, 10 dirhams, ça fait, 4, regarde, c'est à peine 50, non, même pas, ça en plus, ça dépend des pays, je peux pas faire le même prix dans tous les pays, entre 35 et 48 €, tu vois? On m'a dit: «C'est cher». Pour un événement en particulier ou pour une Non, non, souscription? les premiers événements que je lançais, tu vois? Où, tu vas connecter, tu vas dans des endroits un peu différents, où tu vas apprendre des choses, où tu vas connecter avec d'autres et qui sait faire des synergies business, tu vois? Voilà, ou des workshops que je mettais et on me dit: «C'est cher». Bah, pardon, mais en fait en fait, c'est très paradoxal. Elles sont OK, ces femmes, pour aller, s'offrir un resto, s'offrir un massage, s'offrir des fringues. C'est très bien, les achats plaisir et cetera, mais tant mieux, il en faut parce que sinon, enfin, voilà. Mais par contre, investir sur elles parce qu'un event, c'est par exemple, c'est investir sur soi, parce que tu vas sortir de sa zone de confort, tu vas aller rencontrer du monde. Tout le monde n'aime pas networker, hein, c'est pas du tout, enfin voilà, il y en a qui aiment pas ça. Donc moi, j'essaie de rendre les choses assez smooth et encore une fois humaines. Mais investir là-dessus, investir sur son projet, que ce soit pour lâcher, 48 € sur un workshop, donc quand on me dit que c'est cher, tu vois? Elles sont en dualité et ça, je pense que c'est beaucoup plus français que dans les autres pays, quoi. Où tu vois, les nanas, elles sont OK pour, dépenser, dépenser parce qu'elles veulent grossir, elles veulent avancer, elles veulent rencontrer, elles veulent construire, quoi. Cette question d'accompagnement, ça t'a vraiment un effet d'accélération? Que tu choisisses un coach, une formation, un réseau, parce qu'en fait, tu vas avoir rencontré des personnes qui sont au niveau au-dessus. Bien Donc tu sûr, sais déjà elles savent déjà comment arriver à ça. Tu mais peux bien poser des sûr, mais questions, elles te présentent des personnes. bien sûr. Mais moi, à chaque fois que j'ai des speakers, c'est des speakers qui sont, là, quoi, tu vois? Qui tirent les gens, vers le dessus. Les filles, à chaque fois, elles me disent: «Ah ouais, c'était vachement bien». Bah ouais, mais la nana, enfin, elle a commencé comme nous, hein. Tout petit, enfin, moi, je me rappelle, j'ai plusieurs exemples en tête, mais tu vois, elle part de tout petit maintenant, mais elle est loin, loin. Elle marche vachement bien et cette femme, elle a été speaker et les filles, elles sont restées, mais
Bah oui, mais elle a, tu vois, elle a investi, elle a pris du temps, etc. Elle te dit pas 48 euros, c'est cher, quoi, tu vois. Et mais bon, voilà, je pense que c'est culturellement français. Je pense qu'à un moment, comment dire, le pays où tu es, en fait, déteint un peu sur toi. C'est-à-dire que, par exemple, je peux pas, enfin, c'est compliqué de proposer un tarif, mettons, je sais pas, 48, par exemple, pour personnes qui sont expats en Espagne. Parce que le niveau de vie est pas du tout le même. Parce que les salaires sont pas du tout les mêmes. Tu vois? Mais ça reste français, hein. Tu vois, je sais pas si les Anglais en Espagne, ils pensent pareil. Mais de se dire, nous, on paye rien. Et puis souvent, tu vois, tu as tout ce qui est euh, le truc CCI, etc. Souvent, ou tu as un abonnement, ou c'est gratuit. Enfin, tu vois, où il y a des femmes qui font beaucoup de choses gratuitement. Et moi, je suis pas pour le gratuit. Parce que tu vas apporter de la valeur, tu vas apporter des rencontres. Moi les speakers, les femmes, elles les auraient pas rencontrés, si tu veux, dans la vie de tous les jours, dans ce qu'elles font. Et tout ce qu'elles vont leur apporter, ces connexions. Et puis en plus, après, ces femmes, elles sont disponibles pour elles. Donc en fait, en effet, elles vont avoir accès à elles et à leur réseau potentiellement. Euh, et elles vont apprendre, elles repartent de là mais avec des conseils concrets, avec voilà, pourquoi pas des actions à faire tout de suite, tu vois. Et ça, à un moment, enfin, tout ça, toute cette expérience qui est créée, ça a une valeur. Tu peux pas dire, ah bah, je vais manger, tu vois, au restaurant 3 étoiles de mon pays parce qu'il y a une expérience et je suis OK pour payer ça, mais tu veux pas payer l'expérience euh, trop cher alors que tu as tout un truc derrière qui est bah, de rencontre, d'apprentissage, de connexion. Tu vois, il y a un moment, faut rester un peu cohérent, je pense. Mais tout est lié parce que je pense qu'il y a un manque de reconnaissance des femmes de ce qu'elles font, que ça soit manque de reconnaissance de l'entourage proche, manque de reconnaissance des entreprises qui ont envoyé les talents en expatriation. Bon, bah, le suiveur, si tu veux, si, certaines, oui, certaines grosses entreprises, oui, mais pas toutes. Tu vois, je posais la question à la personne que j'avais hier au Japon, je lui demandais est-ce que l'entreprise de ton mari t'accompagne? Mais rien du tout. Donc, tu vois, il y a rien. Alors après, c'est à toi de faire les démarches pour aller voir, par exemple, tu vois, tout ce qui est les pays accueil, où on te montre la ville, on te montre des choses culturelles, on te donne quelques contacts. Mais quand tu veux entreprendre un business, il n'y a rien, quoi. Et les entreprises ne reconnaissent pas ça. Donc, il y a un manque de reconnaissance, il y a une question de culture qui fait que ça peut être compliqué d'entreprendre. Et te dire, eh ben ouais, mais tous les 3 ans, si je recommence et tout. Donc, c'est pour ça que j'essaie de leur proposer, de leur dire, nous, on vous accompagne tout le long et en essayant de faire, voilà, que votre business, vous puissiez le bouger à chaque fois et pas recommencer. Et puis surtout, j'essaie voilà, de dire que l'expatpreneuriat féminin, ça doit être un levier de d'indépendance financière et surtout de connexion. On n'est plus isolé, surtout si on vient chez nous, si on vient chez moi. Est-ce que tu trouves que ce manque de reconnaissance dont tu parles a aussi un impact sur les prix qu'elles vont pratiquer ou sur la rentabilité qu'elles visent pour leur business? Ouais, parce que en fait, ce qui est compliqué, c'est de trouver sa valeur, en fait. Comment dire? Souvent, encore une fois, elles ont été dans une entreprise et elles avaient une valeur quelque part financière, si tu veux. Quand elles se lancent, elles ont le syndrome de l'imposteur qui est là, alors moi j'ai une personne en tête, Elles sont super, hein. elle a été dans une industrie du parfum, vin, parfum, enfin, elle est top, hein, quand elle était salariée. Elle s'est mise à son compte, mais elle a un syndrome de l'imposteur de dingue, alors qu'elle est limite the best, quoi. Et après, adapter ses prix, ça dépend, enfin, tu vois, de la vision que tu as sur toi. Donc, c'est compliqué, en effet, de mettre ce prix et de se dire, bah, si, je vaux ça. Et ce que je leur dis, mais quand tu étais salarié, tu avais une valeur, tu étais peut-être payé, je sais pas moi, bon, au mois une certaine valeur, mais ce qui veut dire qu'à l'heure, tu avais un tarif. Mais pourquoi tu te l'appliques pas alors que tu vois, tu, on a des charges de toute façon, même si c'est petit. Enfin, tu as un site internet, tu as un compte en banque, tu vois, tu as du Wi-Fi à payer, de temps en temps un peu Non, ça euh, cumule vite. de flyers, enfin de choses comme ça pour faire passer ton message, ou si c'est tout ce qui est Instagram, les pubs, t'as un minimum. Donc tout ça, il faut quand même que enfin, que ça soit compris dans ton prix quand tu vas vendre ton service ou ton produit.
Mais ça, il y a un travail à faire parce que voilà, il y a pas cette reconnaissance-là et en effet, ça a un impact sur la valeur, qu'on nous renvoie. J'ai aussi l'impression que comme on est habitué à travailler gratuitement pour plein de choses, les enfants, la maison, rendre des services à la communauté et tout, et c'est bien sûr, c'est ce qui nous rend humains et qui crée le lien social. Mais est-ce que finalement ce travail gratuit qui fait aussi que quand on sort du salariat, on accepte des missions sous-payées, gratuites, contre presque aucune visibilité, parce que finalement on est déjà dans ce mode de fonctionnement et qu'il faut se forcer à en sortir? Et aussi aux personnes qui demandent aux femmes de travailler gratuitement, arrêtez. Ah oui, non, mais c'est ça. C'est pour ça, moi, je te dis, on travaille pas gratuitement. Que tu le fasses une fois ou 2 parce que tu veux tester ton offre, tu vois? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça te plaît? Très bien, mais à un moment, mets un prix, quoi. Et encore une fois, je suis la première à pas l'avoir fait. Donc tu vois? Ça a été un travail aussi long pour moi, mais parce que moi, c'était au départ un média et puis je savais pas si ça allait prendre, en fait. Encore une fois, j'ai vraiment un sujet de niche. Donc est-ce que ça va prendre? Est-ce que ça va plaire? Et quand tu te rends compte que plein de femmes se se voient dans ce que je raconte, adhèrent au concept, et cetera, bon, bah, là, tu te dis: «OK, donc il y a plus de monde, donc ça grossit». Un moment, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie, c'est tout mon temps. Donc oui, je vais être payée pour ça, tu vois? J'adore, enfin, je fais encore des trucs, gratuitement, je suis pas voilà, parce que je suis pas une bonne financière, Elisabeth, tu vas mais mais à un moment, c'est pas enfin, tu peux pas, voilà, comme je leur dis, sinon si tu veux pas non plus, tu veux pas te for tu veux pas faire, suivre des accompagnements personnalisés, mais très bien, bah, va sur YouTube, tu trouves plein de choses, mais tu auras pas cette personnalisation, ce temps qui t'est dédié à toi. Après, c'est un choix, tu vois, il y a un choix où on met son argent. Mais non, mais le gratuit, c'est pas possible. Et ouais, non, il faut elles ont de la valeur. Rien que déjà de le faire, d'oser le faire, c'est déjà énorme. Tout à l'heure, tu mentionnais que, les femmes se déplacent souvent et qu'il faut parfois, prendre son business avec soi. Dans ce cas-là, est-ce que tu conseilles d'enregistrer ta société en France et sous quel statut? Ça, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué parce que tu peux être enregistré en France et faire à distance. Moi, je sais qu'arrivée aux Pays-Bas, ma société, elle était en France. C'est quand je suis arrivée à Dubaï que j'ai vu que c'était tout le bordel en France, j'ai dit: «Bah, c'est bon, en fait, je la base ici». Hem, Quand tu arrives à te faire payer dans différentes monnaies et que c'est pas un problème pour le pays de recevoir cet argent qui vient d'ailleurs, très bien. Ça dépend aussi, tu vois, on est hyper transparente avec, tout ce qui est fiscalité. Alors, tu vois, en France, je me rappelle plus combien c'est le statut d'auto-entrepreneur, jusqu'à combien c'était, je crois que c'était 30 000. Ici, c'est pas ça, c'est 300 000 dirhams, donc ça fait 100 000 balles, je crois, un peu moins. Ou tu passes à un statut au-dessus, tu vas payer plus de TVA, et cetera. Mais ça dépend hyper des pays, en fait. Mmh. Ça, c'est un peu difficile à dire. Ça, il faut en discuter avec, des personnes qui sont spécialisées dans l'implantation de sociétés dans le pays, avec des avocats et voir ce qui est le plus intéressant à faire. Et encore une fois, donc faut se faire bien entourer. Mais moi, tu vois, moi, j'en ai des gens qui sont là pour aider, pour, créer ta société aux États-Unis, ou la créer, ici ou, en Europe. Ça, c'est au cas par cas, je te dirais. Et si tu avais, 3 conseils, clés à donner aux femmes qui veulent entreprendre pour, retrouver leur indépendance, financière, ça serait lesquels? Je dirais que les conseils, c'est de, s'entourer, oser s'entourer, oser tout court, heu et heu et moi, c'est mon mantra, mon motto, ce que tu veux, enfin, faut dire, j'ai rien à perdre. À part des noms, à part, il y a pas de réponse pendant un temps, bon, bah, voilà, j'ai rien à perdre. Tu as rien à perdre jusqu'à à un point, à un moment, enfin, voilà, il faut quand même arriver à en vivre, et cetera, parce que pour pas tomber dans cette dépendance financière, qui peut être compliquée. Mais tu rien à perdre à tenter. De toute façon, ça va être une expérience hyper bien et après, si tu reviens dans le salariat, dans ton CV, il y aura marqué: «A créé quelque chose», tu vois? Et c'est toujours un plus pour les futurs recruteurs. Mais ouais, il y a absolument, rien à perdre à part, du temps et de l'énergie. Donc voilà, si tu trouves pas un job de salarié, bah, autant le faire, quoi. Est-ce que tu as un exemple, qui t'a marqué depuis que tu as lancé The Musette, sur, quelqu'un qui a réussi et
qui a eu une belle aventure. Une femme qui m'a beaucoup impressionnée, enfin j'en ai 2 en tête. Alors une qui est aux États-Unis, qui s'appelle, Valérie Grandury, que j'ai interrogée, qui, a monté, la marque Audacité. Elle était partie aux États-Unis, je ne sais plus pourquoi à un moment, je sais plus si, c'était pour le boulot ou elle a suivi. Non, je crois que c'était pour le boulot. Elle était dans tout ce qui était, l'univers, cinématographique, et cetera, publicité. Et puis un jour, enfin voilà, si vous écoutez le podcast, vous verrez, mais on lui détecte, un cancer du sein. Et là, en fait, elle a dit: «J'arrête tout». Elle a tout arrêté. Elle a fait elle a beaucoup lu, elle a fait tout un truc, parcours holistique, et cetera. Et elle a commencé à créer ça dans sa cuisine, littéralement, des produits, et cetera, voilà. Parce qu'aux États-Unis, et pas encore à l'époque, parce que ça fait plus de 20 ans qu'elle est là-bas, heu, il n'y avait pas. Et bah, maintenant, Audacité, il est là-bas, il est très loin. Elle est dans Vogue super régulièrement. Elle a des elle a des célébrités, enfin, tu vois? Elle a hyper bien marché, quoi, hyper bien. Et elle est distribuée, voilà, dans plusieurs pays. Donc, elle, j'ai adoré son parcours de résilience face à la maladie et d'y arriver. Une femme ici, donc je te disais tout à l'heure là, dont je parle, enfin que j'avais en tête, c'est, Julie Barbier. Hem, c'est une femme qui était arrivée, je sais plus il y a combien de temps, aux UAE, qui, pareil, je l'ai eue en intervenante et dans un event et sur mon podcast, où elle expliquait qu'en fait, elle a une idée dans la salle de jeu de ses enfants, voilà. Et voilà, donc comme beaucoup d'entre nous, tu vois? Et en fait, elle vou ici, aux UAE, il y avait pas tout ce qui est, liste de mariage, liste de naissance, il y avait pas. Donc elle a commencé à créer ça. Ça a hyper bien marché, ça a grossi. Et puis à un moment, elle a eu une autre idée, tout lien, enfin, il y a toujours un petit peu un lien, mais c'était tout ce qui est, en récompense, tu vois, pour les employés. Ah, Julie, elle est partie de voilà, loin, et elle est très loin maintenant, elle est très, très loin. J'ai vu, il y avait sa boîte s'appelle Merit Incentive, elle a été sur Times Square, quoi. OK. Mais par Bravo. contre, tu vois, c'est du travail. Après, on a envie ou pas, comment dire? Elles ont beaucoup bossé, surtout, Judith, quand tu as des enfants, enfin voilà, il y a une dimension à prendre en compte. Ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de taf. Est-ce qu'on a envie d'être comme Julie, d'avoir son nom sur Times Square? Ou est-ce qu'on est OK pour avoir un truc qui marche bien, où on est indépendante financièrement, mais c'est pas grave si on n'est pas sur Times Square? Parce que voilà, c'est une carriériste à un moment, tu vois, pour aller jusque-là, pour faire des levées de fonds qu'elle a fait. Ça a été une des premières femmes ici à faire une levée de fonds. Et pour en faire dans ce pays, voilà, faut s'accrocher. Donc voilà, c'est hyper inspirant, c'est très waouh, c'est très génial comment elle a réussi à faire ça. Maintenant, est-ce qu'on est toutes OK pour, sacrifier, parce qu'il y a du sacrifice aussi de fait, voilà, pour en arriver là. Mais c'est un choix perso, hein, mais moi je reste admirative de ces femmes qui, mais parce qu'elles ont investi, parce qu'elles se sont fait accompagner, parce qu'elles se sont entourées, parce qu'elles ont osé, et parce que ces pays leur ont permis aussi, heu heu, enfin voilà, leur ont ouvert aussi les portes, hein. Et puis elles ont poussé des portes, hein. Est-ce que tu veux nous parler un peu de l'offre, de The Musette et comment on te rejoint? Alors comment on me rejoint? Comme vous voulez. En fait, donc The Musette, pour rappeler à ceux qui connaissent pas encore, c'est un réseau donc international pour les femmes expatriées entrepreneurs, qui articule, pardon, autour de 3 piliers. Un pilier inspiration, où j'interroge des femmes du monde entier, voilà, pour savoir comment elles ont créé leur business, les challenges, les défis, l'expatriation. Parce qu'entreprendre, bah, au Zimbabwe, c'est pas la même chose qu'entreprendre à Dubaï ou à Singapour ou à New York. Donc c'est toujours sympa de savoir comment on fait ailleurs. Et puis pour se dire, bah, elle l'a fait, pourquoi pas moi, d'une façon différente, mais pourquoi pas moi, et m'inspirer. Après, il y a un pilier, networking, où j'organise des events en présentiel, justement pour que les femmes puissent, c'est leur dire: «Vous avez un temps à vous. Vous êtes, ni femme, ni maman, vous êtes entrepreneur. Vous avez votre casquette et vous allez apprendre, vous allez connecter, vous allez échanger et qui sait, repartir, avec des collaborations, business. Et donc vous allez plus être isolés». Et puis après, il y a un pilier, business, accompagnement, c'est-à-dire que j'ai une offre où, tu peux être accompagné, voilà, de façon, si tu en es à ton tout début d'entrepreneuriat, et bah, tu vas avoir une espèce de cours, en fait, où on va te donner des grandes lignes quand même pour savoir comment faire, dans quel ordre. Et après, si tu es un peu plus avancé, voilà, tu as des mises en relation avec, des experts,
avec des personnes qui vont pouvoir voir loin ton projet. Moi, je suis là pour filtrer tout ça, pour vraiment aiguiller chaque personne, leur dire, toi, tu as besoin de ça maintenant, ou tu as besoin de ça maintenant, et voilà, de faire quelque chose vraiment personnalisé. Et puis après, tu as accès à des memberships où en fait, je fais des mises en relation, pas forcément locales, justement, parce que je trouve ça sympa de se dire, bah voilà, t'es au Zimbabwe, je te mets en relation avec une fille qui est à Singapour, et vous avez peut-être un match ou un truc à faire ensemble. Moi, je sais que j'ai une femme ici qui a fait quelque chose avec une femme qui est en Espagne. Elles ont fait un petit programme ensemble. C'est tout ce qui était sur la maternité. Donc ça a matché. Super. Voilà, j'ai une femme qui est aux États-Unis, qui s'est mis en contact avec une femme qui est ici. Elles sont en train d'essayer de savoir pour faire quelque chose. Donc je trouve que ça a beaucoup plus de pouvoir, ces collaborations là. Donc je fais des mises en relation de façon entre entrepreneurs à l'international. Tu auras accès à des events, tu as accès à ces experts, etc. Mais tout ça a été, enfin voilà, c'est la fin de restructuration parce que voilà, chaque entrepreneur saura que l'entrepreneuriat, c'est du pivot tout le temps, non-stop, et qu'à chaque fois, tu dois te réadapter, tu dois améliorer, etc. Et donc, voilà, tout ça vient d'être refait. Et donc, tu me rejoins. Bah, alors, moi, j'ai donc bien sûr les réseaux sociaux, Insta, LinkedIn. Et puis, j'ai des ambassadrices aussi. Je suis en train de développer tout ça, qui sont dans plusieurs pays. On est en train de grossir, donc c'est chouette. Parce que je peux pas être partout physiquement. Je suis partout digitalement, mais physiquement, je peux pas. Et donc voilà, donc je les mets en relation avec mes ambassadrices. Bah voilà, si elles ont des questions, c'est pour faire aussi ces events. Parce que ces events, je les ai faits, tu les fais à Singapour, à Londres, Tokyo, Madrid, New York, Paris, je ne sais plus quoi d'autre. Mais voilà, on rejoint comme ça. Il y a sur le site, il y a comment on peut nous rejoindre de certaines façons, parce qu'il y en a qui veulent être experts, donc elles peuvent nous rejoindre. S'il y en a qui veulent être ambassadrices, elles peuvent nous rejoindre. Il y en a qui veulent être juste, entre guillemets, entrepreneurs, et elles rejoignent le groupe qui est dédié au collab, justement, groupe WhatsApp. Et voilà. Petit disclaimer, je suis moi-même membre de The Musette. Ok, oui. Rejoignez-nous. Il y a un super groupe WhatsApp. J'ai rencontré des entrepreneurs incroyables. Et ce groupe WhatsApp Oui, oui. a une centaine de membres où il y a des discussions, il y a des échanges. C'est parfois très inspirant. Ça te donne beaucoup d'énergie et aussi beaucoup de connaissances partagées. Donc, n'hésitez pas à rejoindre The Musette. Merci. Est-ce que tu as un petit dernier, une dernière ressource que tu voudrais partager avec nous aujourd'hui? Un tips, un Un tip. conseil, ce que tu veux. Moi, je sais que j'aime bien écouter, tu vois, des podcasts qui m'inspirent, qui me boostent, mais beaucoup sur l'entrepreneuriat, parce que ça donne des idées, je trouve. Alors, j'aime bien tout ce qui est, alors, tout le monde doit la connaître. Le gratin de Pauline Léniaud, pardon, j'étais en train de chercher. J'aime bien aussi certains épisodes de Génération Do It Yourself. J'aime bien aussi La Toile, parce que tu as pas mal de personnes qui entrepreneuriat large, hein, avec finance. Hein. L'autre fois, j'ai écouté, comment il s'appelle, qui va être mon associé. Anthony Bourbon. Merci. Donc je vais reprendre. L'autre fois, j'écoutais, je crois qu'il était passé sur La Toile, justement. On tisse la toile, Anthony Bourbon. Et il avait un discours sur l'argent qui était intéressant. Alors on adhère pas, mais qui était là pour voilà, montrer, bon, bah, c'est un outil. Après, tu peux en faire plein de choses, hein, de cet argent. Et comme on disait au départ, si tu es indépendante financièrement, ben, tu as une liberté d'action sur plein de choses. Hein. Pour les achats plaisir, pour aider la famille, pour aider des associations, pour créer de l'emploi, etc. Donc voilà, donc tout ce genre de podcast-là, moi j'aime bien et je pense que c'est des sources assez sympas. J'aime bien, il y a des séries aussi. J'aime bien, moi là je leur avais partagé justement sur le groupe WhatsApp parce que toutes ne l'avaient pas vu. La série Self-Made. Moi j'adore l'actrice en plus, c'est Octavia Spencer. Voilà, sur une femme noire, la première femme, c'est une histoire vraie, hein, qui a créé sa gamme de produits capillaires pour femmes noires. Et tu as tout, toutes les tips de l'entrepreneuriat, enfin, que ça soit le storytelling, que ça soit la stratégie de vente, que ça soit la commercialisation, tu avais tout.
Le mindset aussi parce que bon, elle s'en prend plein la figure et elle doit rebondir et puis tu sens elle est à fond donc voilà, il y a ça et puis j'avais bien aimé aussi la série qui s'appelle Girl Boss. Une jeune fille qui veut monter sa marque de prêt-à-porter et cetera et je trouve ça super inspirant, super, motivant et quand tu as envie de lancer ton projet, que tu as envie d'aller jusqu'au bout, ce genre de petites, voilà, de podcasts ou de séries, je trouve que c'est très en disant: «Ah ouais, mais moi aussi je vais y arriver». Je te mais bien sûr, mais il faut aussi aller écouter mes podcasts, évidemment. C'est les Mais oui, podcasts de musique parce que évidemment. là, tu as en fait, là, vous avez un panel de femmes qui ont entrepris, mais partout et c'est hyper inspirant aussi et on se rend compte qu'on est, voilà, un peu toutes dans le même bateau, mais qu'à force de persévérance, ça marche et si ça marche pas, c'est pas grave. Oui, qu'on n'est pas seul et tu peux aussi retrouver des idées, changer, d'avis et après, bon, des personnages comme Anthony Bourbon, on aime ou on n'aime pas, mais parfois les formulations un peu extrêmes te poussent à la réflexion et à changer un peu de mindset. Merci Adeline pour cette super conversation. Je suis sûre qu'on aura l'occasion de faire un prochain épisode sur l'entrepreneuriat. C'est un sujet qui me passionne. On peut te retrouver sur les réseaux, The Musette. N'hésitez pas à contacter Adeline et à nous laisser un petit 5 étoiles sur les plateformes pour nous aider à remonter et à faire de ce podcast sur les finances perso et l'expatriation un des réguliers que vous écoutez. On se retrouve au prochain épisode.